Allez, alors on commence tout de suite avec Jean-Michaël qui va nous expliquer pourquoi et quelles sont les deux erreurs à éviter pour intégrer l'IA. C'est parti. Merci Douja. Le contenu s'affiche? Super, merci. Alors, déjà bonjour à tous. Effectivement, la 1re erreur à ne pas commettre, effectivement, c'est, que l'IA, c'est pas de l'innovation pour de l'innovation. Il faut pas tomber dans le startup washing, dans l'innovation washing, c'est-à-dire utiliser un projet d'innovation, pour l'effet d'annonce, pour se donner, une bonne image, parce que finalement, on passerait à côté d'une vraie opportunité de faire évoluer, son entreprise. En effet, selon une étude de PwC, c'est 54 de productivité en plus pour les entreprises qui utilisent l'IA. Donc l'IA, c'est un véritable outil d'aide à la décision. L'IA permet l'automatisation de certaines tâches répétitives, pour optimiser le travail des collaborateurs, et donc l'IA vient optimiser de nombreux process. Ça veut dire que ça a un véritable impact et de nombreuses entreprises, en sont conscientes. Par conséquent, on voit des COMEX se saisir de ces sujets et les impulser au sein de l'entreprise, et ça a des conséquences. Parce qu'évidemment, une démarche enclenchée au niveau COMEX, on va se retrouver avec une dynamique de type, top-down. Et le côté positif évidemment, c'est l'engagement de l'entreprise, la présence, d'exécutifs, sponsors pour faire avancer les choses. Le risque évidemment, c'est, la dérive des objectifs, le manque, d'empowerment des équipes, et au final le projet peut se perdre, dans les méandres de l'organisation. Donc au final, on risque d'aboutir à un projet qui soit pas suffisamment concret, ou une solution qui ne sera pas adaptée, qui ne sera pas adoptée, par les équipes. Et ça, évidemment, ça nous amène au prochain point, qu'on va pouvoir regarder sur le prochain slide. Voilà, effectivement, le point suivant, un élément clé, c'est d'identifier le meilleur périmètre d'utilisation. Encore une fois, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, on fait de l'IA, pour optimiser des process. Il faut donc identifier un cas d'usage, qui permette une application rapide de l'IA avec un ROI prouvé en quelques mois, et pour ça, il faut trouver le bon scope. On va prendre ici un exemple réussi, l'exemple de notre client DAER avec lequel on collabore, depuis plusieurs années. DAER dispose d'une structure interne, le DAER Lab, qui va être capable, non seulement de sourcer un certain nombre de solutions innovantes sur le marché, mais aussi d'identifier, des cas d'usage, au sein du groupe DAER, pour mettre en application les solutions trouvées. DAER est également, capable d'identifier des BU et les sites où il est possible de répliquer, la mise en place de la solution, et donc on est dans une véritable logique, de rollout groupe. En termes d'efficacité, évidemment, ça change tout, c'est beaucoup plus efficace. Et donc si le scoping est réussi comme chez Daher, un ROI est rapidement atteint. Et c'est la clé vraiment, pour, réussir un projet IA. L'IA doit être au service d'un ROI, et pour illustrer ça, on a aujourd'hui, par exemple chez TC Brain, dans notre panel de clients, des ROI qui sont inférieurs à 3 mois et qui sont liés à des gains qui vont de 5 à 15 des coûts opérationnels. En conclusion, on ne fait pas de l'innovation pour de l'innovation, on fait de l'innovation, pour du ROI, et c'est exactement ça, qui donne envie au métier de s'approprier les projets, et c'est ça qui nous amène, d'ailleurs, à la deuxième erreur à ne pas commettre dans un instant. Alors la 2e erreur à ne pas commettre, c'est qu'il y a pas de techno en fait sans les métiers. C'est l'erreur de penser que l'IA est un sujet pour les geeks, que c'est un sujet, purement technologique. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, l'IA c'est un peu magique. Il suffirait d'envoyer des paquets de données, à l'IA pour obtenir, de l'aide à la décision, de l'optimisation, et cetera. Et donc gérer du transfert de données, ce sera un pur sujet finalement pour les DSI. Évidemment, il y a un aspect data dans un projet, IA, on va pas le nier, mes camarades vont y revenir plus tard, mais c'est une partie seulement du projet. Un projet IA, c'est un projet de transformation digitale, et pour avoir accompagné des dizaines d'entreprises, dans des projets de transformation digitale, j'ai pu constater à quel point, il est important, d'impliquer les métiers suffisamment tôt, dans les projets. Dans un projet IA, donc c'est encore plus vrai, hein, puisqu'on a vu, on a tendance à sous-estimer cet aspect métier. Hem, pour être sûr d'embarquer correctement les métiers, de recueillir les besoins, de comprendre les contraintes, et les variables à intégrer, il faut disposer d'une méthode,
efficace de type agile qui va au plus près des utilisateurs avec des itérations et la possibilité de faire des ajustements pendant toute la phase projet. Le risque, si on ne fait pas ça, c'est de se retrouver hors sujet avec une techno finalement qui soit complètement hors sol, qui soit éloignée de la réalité terrain. Alors si on va sur le slide suivant, donc on vient de voir, effectivement l'importance d'aller sur le terrain. Un très bon exemple de proximité, terrain chez DC Brain, c'est le projet sur lequel nous travaillons avec Jeffco. Nos chefs de projet, nos data scientists, ils se sont assis pendant, plusieurs semaines aux côtés des équipes opérationnelles, de notre client, pour aller au-delà du simple recueil des besoins et de la simple compréhension des process. Il s'agissait vraiment de comprendre le quotidien des équipes, ce qui représente de la valeur aux yeux des équipes opérationnelles, et aussi réaliser des tests qui permettent à tous de se projeter dans une solution cible. Grâce à ça, on est parti dans la bonne direction et pour résumer, on pourrait dire que le métier drive l'IA et ça nous amène d'ailleurs au point suivant. En intégrant les stratégies métiers, pardon, on reste sur le slide, voilà, merci. En intégrant les stratégies métiers, on évite de développer une IA déconnectée des réalités. On a des équipes de développement qui ont coutume de dire qu'elles codent les stratégies métiers. Et en faisant ça, évidemment, on peut déverrouiller tout le potentiel de l'IA et assurer des bénéfices concrets. Ça signifie qu'on va s'adapter aux use cases, aux process, aux métiers. On va apprendre d'ailleurs un exemple simple pour voir cela, un exemple très concret qu'on a chez Steph, notre client, où les process métiers pardon, en France et en Italie sont légèrement différents. Et donc notre job consiste, à adapter l'IA à chacune des stratégies, métiers en place. Alors ça implique évidemment de passer du temps, avec les utilisateurs des différentes BU et c'est à ce prix évidemment, qu'on peut être au plus proche, des besoins, qu'on peut déverrouiller le potentiel de l'IA. Bien sûr, il y a un aspect, IT, un aspect données, mais là aussi bon, guerre aux erreurs et aux faux semblants. Je vais passer la parole dans un instant à Arnaud à ce sujet. Merci beaucoup, Jean-Michael. Je vais regarder rapidement si on a des questions. On a 2 minutes pour un petit question-réponse entre chaque intervention. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On avait recueilli au préalable quelques questions. Et si ça te va, Jean-Michael, j'aimerais bien qu'on y réponde. Alors, j'ai une première question. Quelles sont les différentes méthodes de calcul des gains? C'est une question qui est souvent revenue, donc on a choisi de la mettre en avant. Et puis une seconde question, surtout par rapport à la deuxième thématique que vous avez annoncée. Comment faites-vous pour intégrer les ajustements humains du quotidien? OK, donc effectivement 2 questions, assez différentes mais complémentaires. Les méthodes de calcul des gains, très simplement, on va travailler par comparaison, par delta, entre, notamment, comment dire? Des données historiques et des données optimisées très simplement. Et pour ça, on peut prendre en fait, différents types de comparaisons. On peut venir comparer, par exemple, le nombre de kilomètres effectués, c'est très concret. On peut comparer aussi le CO2 émis et c'est, notamment un sujet qui est de plus en plus poussé chez nos clients. On pourrait aussi comparer le nombre de camions et cetera. On va choisir, vraiment les paramètres qu'on souhaite comparer et on pourra comparer donc l'historique, je dirais à la partie optimisée. Et la deuxième question sur, s'adapter, donc aux ajustements humains, hein, si j'ai bien compris. Par rapport à ça, ce qu'il faut souligner, c'est que les outils, par exemple, qu'on propose chez DC Brain, les outils d'IA sont des outils d'aide à la décision. Donc ça veut dire que, in fine, l'humain, il reste à la baguette. L'humain a encore la possibilité de choisir, d'appliquer ou de modifier légèrement, les choix par rapport aux recommandations de l'IA. Donc l'humain reste à la baguette et j'ai envie de dire, tant mieux. Merci Jean-Michael. Je rappelle que j'ai lancé des sondages, donc n'hésitez pas à participer. Vous verrez les résultats au fur et à mesure de votre participation. Et puis l'ensemble des questions qui ne sont pas traitées pendant ces questions-réponses, s'il y en a beaucoup, en tout cas je l'espère, on va les traiter à la fin bien évidemment. Arnaud, je te passe la parole pour l'erreur numéro 3 et 4. Bonjour à tous, merci Douja. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler un peu des données. Alors, évidemment, qui dit IA dit données. C'est ce qui permet à l'IA d'exister, c'est bien évidemment les données. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, donc je vais essayer d'être relativement succinct. Alors, peut-être
Le premier point, c'est que les données dont on a besoin dépendent du use case. Donc, c'est une première erreur à éviter, c'est cibler finalement les données dont on a besoin en fonction du use case. Ça sert à rien d'aller à la collecte des données dans tous les sens si ce n'est pas des données utiles. Donc, typiquement, est-ce qu'on veut faire du forecast de la demande? Est-ce qu'on veut faire de la détection d'anomalies? Est-ce qu'on veut faire de l'optimisation de plan de transport? Est-ce qu'on veut faire du what if scénario? Aller vers des jumeaux numériques, ce genre de choses. Donc, en fonction de ça, on va avoir besoin de différents types de données. Donc, c'est ce qu'on voit un peu sur le slide, où on a déjà 2 grands types de données qu'il faut bien avoir en tête. La partie relativement statique. Donc, si on prend l'exemple typiquement d'un jumeau numérique et d'un plan de transport, en fait, la partie statique, ça va être tout simplement mes agences, les lignes entre les agences, ça va être mes stocks, enfin mes entrepôts, etc. Et ça, évidemment, on n'ouvre pas un entrepôt tous les jours. Donc ça, on voit et on ne change pas la capacité d'un entrepôt tous les jours. Donc ça, c'est relativement statique et c'est plutôt simple de collecter ces données. Ensuite, on a des données plus dynamiques. Restons sur un exemple de transport. On va avoir d'un côté l'order management, donc quelles sont les commandes qu'on doit livrer à nos clients. Donc, ça marche pour les chargeurs d'ailleurs comme pour les transporteurs. Donc, ça, c'est dynamique, ça change à peu près tous les jours. Et puis, on a un autre type de données dynamiques qui sont quelque part le suivi en temps réel de ces flux logistiques. Donc, ça va être du tracking de camions, ça va être du tracking de colis, ça va être des taux d'occupation de quais, des choses comme ça. Et on voit bien qu'on n'a pas nécessairement besoin de cette finesse temps réel, par exemple, pour optimiser un plan de transport. Ça, on va avoir besoin. Donc là, on va passer au deuxième point sur la donnée. En fonction de la granularité, la granularité des données dépend de l'échelle de temps. Est-ce qu'on veut faire de l'opérationnel, est-ce qu'on veut faire du tactique ou est-ce qu'on veut faire du stratégique? Si on veut faire du stratégique, on va rester sur le slide juste avant. Merci déjà. Donc, en fonction de ce qu'on veut adresser comme échelle de temps, on a besoin de données différentes. Pareil, bien ciblé, c'est toujours compliqué de récupérer des bonnes données et de les agréger, etc. Donc, il faut bien cibler ce dont on a besoin. Ensuite, un point extrêmement important que généralement nos clients découvrent, la partie lien entre les données. Un exemple très classique, je vais avoir une base de données avec toutes mes commandes, donc avec des commandes qui partent d'un point A et qui arrivent à un point B, et je vais avoir une base de données avec tous mes flux de camions, qui eux aussi iront d'un point A ou un point B, et je suis incapable à peu près de faire la jointure entre mes commandes et mes camions. Cette commande, elle a pris 2 camions différents pour aller de Rennes à Strasbourg. En fait, je n'ai pas la référence de quel camion réellement a pris cette commande. Ça paraît bête comme ça, mais du coup, ça peut gréver une bonne partie des usages. Comme aussi des jointures entre des entrepôts, des zones dans l'entrepôt, des SKU, ou alors des clés de ventilation de coûts. Encore une fois, ça peut être quelque chose qui peut prendre pas mal de temps en amont de devoir créer ces jointures entre ces données. Donc voilà. L'autre point extrêmement important, c'est avoir quelque part avoir des critères sur la qualité de la donnée. On parle beaucoup de qualité de la donnée. Et en fait, j'ai envie de vous donner trois grands critères qui vont vous permettre de jauger la qualité de votre donnée. La première, c'est la justesse. Donc, est-ce que, par exemple, vos données sont fausses? On trouve, par exemple, régulièrement dans les données clients, par exemple, des colis qui vont remonter le temps, c'est-à-dire qui partent le mardi à 18h et qui arrivent ce même mardi à 10h du mat'. Bon, voilà, donc ça, c'est un colis qui remonte le temps. Mais il y a aussi des colis qui se téléportent, qui, d'un seul coup, il y a une rupture, le colis part de Rennes, arrive à Laval, et ensuite repart de Lyon et arrive à Strasbourg. Bon, voilà, donc ça, c'est des données fausses. Donc ça, évidemment, il faut être capable de voir et de redresser ces données. Ensuite, vous avez l'exhaustivité. Est-ce que, par exemple, si vous avez 5 entrepôts en France, vous avez des super belles données sur 3 entrepôts et rien du tout sur les 2 autres? Donc, sur les 3 entrepôts, vous aurez des données qui sont parfaites, mais ça ne va pas refléter l'ensemble de votre activité. Et là, le dernier point, c'est est-ce qu'elles sont complètes? Est-ce que, par exemple, vous avez, pour faire du forecast, 2 années complètes de données, ou est-ce que dans ces données, vous avez des trous, vous avez des jours manquants, vous avez des semaines manquantes, vous avez des données qui ont été forcées par des opérationnels qui ont tout mis à zéro parce qu'ils n'avaient pas l'info, ce genre de choses. Donc, avec ces 3 critères, vous êtes capable de savoir si ça va être compliqué ou pas. Une bonne façon de rentrer sur ces critères, c'est comment est-ce que vous faites aujourd'hui. Par exemple, un truc un peu annexe, c'est quand on fait la compte analytique, on a besoin de consolider et de ventiler des données. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes capable de le faire à une échelle micro ou macro? Pour finir sur ce sujet de la qualité de la donnée,
l'IA peut permettre de vous aider à diagnostiquer la qualité de la donnée et même à la compléter. Et le deuxième point qui est sans doute le plus important quand on parle de données, c'est que c'est d'abord un sujet managérial avant d'être un sujet IT. C'est que soit chaque équipe, chaque manager est conscient de l'importance de la donnée et va mettre en place ses process pour générer et surtout utiliser cette donnée, soit ça va mal se passer. En gros, la donnée ne sera pas bonne. Et c'est également un sujet stratégique parce que c'est un problème de souveraineté. C'est-à-dire que dire on va demander à un prestataire de gérer la qualité de la donnée pour nous, c'est une extrêmement mauvaise idée parce que ça veut dire que vous donnez pieds et poings liés et que vous perdez le contrôle là-dessus. Donc nous, nos clients préférés, c'est les clients qui en fait maîtrisent leurs données. Ça nous facilite beaucoup la vie et en plus, c'est leur limite de responsabilité. L'erreur numéro 2 d'après, mais j'ai peut-être pas mal dépassé déjà, c'est l'apport du SaaS. Pourquoi est-ce que le SaaS, c'est bien? Généralement, en fait, ce n'est pas un critère de décision, alors que appliquer de l'IA en SaaS, ça peut être un vrai point fort. Alors pourquoi? Rapidement, hein, généralement, les acteurs de la supply ne sont pas des éditeurs de logiciels. Alors que l'IA, donc autant utiliser l'IA comme un service et pas comme un bout de code à intégrer dans un environnement IT. Généralement, chacun son métier, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. L'IA, globalement, nécessite des ressources IT particulières. Il faut des GPU, il faut du stockage particulier, il faut des API particulières, il faut mettre tout ça en place. Donc, si vous ne l'avez pas et que vous voulez le faire vous-même, ben, ça va encore rajouter des coûts et donc gréver votre ROI pour rien et ça va vous faire perdre du temps. Les modèles d'IA, ça peut nécessiter des mises à jour régulières et un monitoring très particulier. Par exemple, si vous faites du forecast de la demande, il faut être capable de voir ce qu'il y a ce qu'on appelle des drifts, hein, des décalages dans vos modèles, ce qu'il y a des besoins de mise à jour, etc., etc. Et donc ça, c'est pareil, c'est un métier très particulier. Et puis le point sans doute le plus important à tenir compte quand on voit le SaaS versus pas SaaS, c'est que les modèles d'IA, globalement, génèrent des données à très forte valeur ajoutée, comme le forecast. Le forecast, on voit qu'ensuite, ça peut irriguer une bonne partie des systèmes IT de l'entreprise. Donc, il faut en fait qu'il y ait des API en place qui permettent d'irriguer ces autres systèmes IT de l'entreprise, voire même aller jusqu'à différents types de terminaux, des portables, enfin des téléphones portables, des terminaux en entrepôt, des PC, etc. Donc, voilà ce qu'il faut voir côté SaaS. Super, bah merci Arnaud. Je pense que là, tout le monde a compris l'importance d'avoir de la donnée de bonne qualité et surtout de rester maître de sa donnée. Je vais regarder rapidement s'il y a des questions-réponses. Alors, Arnaud, on a une question de Samer qui nous dit « Ces méthodes s'appliquent aussi sur les trains, fret et voyageurs ». Tu as ton micro qui est coupé. Pardon. Oui, bien sûr, quand on considère ce que l'IA peut apporter à la supply, le fret, c'est un mode comme un autre. Hein, le fait d'être multimodal, au contraire, c'est un des apports de l'IA, c'est que plus on rajoute de la complexité et plus ça prend du temps à l'humain pour tout appréhender. Donc, avoir de l'aide d'un système d'IA pour gérer la multimodalité, ça apporte énormément de valeur. Et donc, bien sûr, ça s'applique au train et ça s'applique très, très bien au train. Très bien. Alors moi aussi, j'ai des questions pour toi de la sélection des questions qu'on a fait en amont. Alors la première question, c'est comment peut-on s'assurer de la fiabilité des gains si la donnée n'est pas parfaite? Alors, ouais, ou tu veux poser des... Non, vas-y, réponds et je te donnerai la seconde après. Je vais revenir sur ce que disait Jean-Michel. Alors, les données pas parfaites, ça peut être un problème pour faire tourner le système d'IA, mais ça se corrige. Et en termes d'évaluation de gains, j'ai envie de dire, toute entreprise de supply, enfin toute entreprise, et en particulier la supply, où on sait compter les sous, calcule déjà des gains au quotidien et calcule des coûts au quotidien. Donc, les données sont déjà là. Et même si elles ne sont pas parfaites, les entreprises savent déjà compter ces gains. Donc, une fois qu'on va mettre en place un système, par exemple, d'optimisation à base d'IA, en fait, on va utiliser précisément les mêmes métriques pour calculer les gains pour être sûr justement qu'ils soient comparables. Merci. Et donc, la seconde question, c'est un sujet qui revient très, très, très souvent, c'est la sécurité. Comment assurer la sécurité des données en SaaS? Alors, ça, c'est un très bon point. J'ai envie de dire, le SaaS, c'est justement fait par les entreprises qui font du SaaS sont des professionnels du SaaS et du cloud. Donc, c'est généralement des systèmes qui sont mieux sécurisés
surtout à partir du moment où on considère qu'il faut des API, pas mal d'interactions avec d'autres systèmes, des terminaux, etc., c'est globalement plus fiable et mieux maîtrisé en SaaS parce que c'est exclusivement dédié à ça. Ce n'est pas l'ensemble d'un tout. Après, on ne va pas rentrer dans des considérations de cybersécurité, mais globalement, voilà, c'est by design, on va dire, la cybersécurité dans SaaS. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud. Il y a une autre question qui est arrivée. Je vais la garder pour la fin. Comme ça, on peut avancer sur le contenu. Et donc, la troisième intervention, Nicolas Gallet, qui va nous parler de la 5e erreur à éviter. Bonjour à tous. Effectivement, 5e erreur, on va venir parler d'un sujet sensible, qui est la partie sociodynamique du projet ou le socio-projet, qui est parfois dans lequel parfois on met pas suffisamment de budget, ou en tout cas une entreprise peut être plus sensible à mettre de l'énergie et du budget sur la partie technique et un peu moins sur la partie conduite du changement. Or, effectivement, on le sait tous, un bon outil qui ne trouve pas son public ou l'adhésion en interne va évidemment produire beaucoup moins d'effets. Donc, sujet vaste et important qu'il faut évidemment pas négliger. Alors, si on zoome sur l'IA, l'IA est une innovation de rupture, sans doute la dernière. C'est un sujet qu'on évoquait assez peu dans les années 2000, qui aujourd'hui prend beaucoup d'ampleur dans les entreprises et qui contribue, comme les chiffres que vous avez sous les yeux, qui va contribuer à l'évolution des emplois, à l'évolution des compétences dans les entreprises. Alors, quand on prend quelques chiffres qui sont évidemment très prospectifs et discutables, néanmoins ils se rejoignent à peu près tous. On peut lire dans la presse que 47% des métiers actuels pourraient être partiellement ou totalement remplacés. 60% des métiers qui existeront dans 10 ans n'existent pas encore, ou encore 50% des compétences d'aujourd'hui seront rapidement obsolètes. Tout ça pour dire que l'IA bouleverse les compétences, bouleverse les emplois dans l'entreprise, et que c'est évidemment un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps si on veut se donner toutes les chances de réussir. Merci, Luja. Donc, l'IA, ça sert à quoi? L'IA, on en a un petit peu parlé, c'est de la motivation d'une entreprise, ça va être pour renforcer ses analyses, pour automatiser un certain nombre de tâches ou de process, pour prédire ou prévoir des activités, ou encore optimiser. Ça, c'est, on va dire, les raisons premières. Ça sert à quoi? Ça sert en général à gagner du temps. Ça sert souvent à être plus précis ou renforcer l'acuité par rapport à de l'aide à la décision. Et puis, ça peut servir également à tout ce qui est génération de nouveaux services ou renforcement des services vis-à-vis d'une clientèle en particulier. Ça s'applique à tous les domaines dans l'entreprise, de la relation client, en passant par les opérations, la prod, la logistique, la R&D. Ça couvre à peu près tous les domaines qui nous entourent, de la santé, de l'éducation, de l'industrie, du commerce. Donc globalement, l'IA est en train de rentrer partout dans tous les domaines, dans notre sphère privée comme dans notre sphère professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle, quand une entreprise veut introduire l'IA en son sein, et en l'occurrence optimiser les process, ça veut dire qu'il est préférable de l'aborder, comme le disait tout à l'heure Jean-Michel, au plus haut de l'entreprise, et donc d'intégrer cette réflexion dans la stratégie d'entreprise. Évidemment, l'IA va aussi impacter l'organisation, va impacter les compétences, va impacter la manière dont on travaille, les process, les activités, les modes de fonctionnement, et évidemment la partie outillage des collaborateurs. Donc finalement, l'IA va venir percuter assez grandement la manière dont un certain nombre de collaborateurs vont travailler, raison pour laquelle il faut pouvoir l'aborder à tous les étages de l'entreprise. Merci, Luja. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut inscrire l'IA dans une stratégie d'entreprise claire. Pour ça, il faut savoir appréhender évidemment ce que l'IA peut apporter comme bénéfice, mais également les limites pour pouvoir la mettre au bon niveau dans la stratégie d'entreprise. L'IA, l'enjeu va être aussi de tester l'IA. Tester l'IA via des POC ou des POV pour justement apprécier la création de la valeur que l'IA peut apporter dans l'entreprise.
Ensuite, le plus possible, s'appuyer sur des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire des experts de l'IA d'un côté, et comme on l'a dit précédemment, impliquer le plus tôt possible les personnes du métier. Là aussi, pour appréhender les capacités, mais aussi les limites de fonctionnement. Il est nécessaire donc de monter les équipes agiles, pluridisciplinaires, et évidemment de concevoir l'ensemble des cas d'usage avec les métiers. Développer une approche itérative. Ça va être le moyen, sans doute le meilleur moyen pour que les équipes appréhendent au mieux la technologie. Là encore, après, parce que tout simplement, les équipes vont changer de posture, vont changer de rôle et de fonction. Et donc, évidemment, pour appréhender ces changements, rien de mieux qu'une approche itérative. Et enfin, les compétences, on va grâce à l'IA, demander sans doute un peu moins de travail d'analyse et d'expertise de la part d'un certain nombre de collaborateurs, mais d'acquérir au contraire un regard critique sur ce que l'IA est capable de produire, et puis de se focaliser un peu plus sur les choix que l'IA propose, et savoir globalement les contrôler et voir détecter des bugs. Et enfin, quand on regarde à la maille d'un projet, important d'appréhender la conduite du changement en amont d'un projet, pendant le projet et de manière transverse. En amont d'un projet, bien souvent, pour lever des freins, des contraintes. En conduite du changement, on appelle ça souvent des ancres, c'est-à-dire globalement apprécier la perception des collaborateurs vis-à-vis de l'IA. Ça peut générer des peurs, ça peut générer des craintes, au contraire, d'autres peuvent le percevoir comme une opportunité. Ça, il faut pouvoir l'apprécier en amont du lancement d'un projet, de manière à évidemment le corriger et pour se donner les meilleures chances de succès. La suite de ça, c'est que... excusez-moi, moi j'entends une sonnerie. Ouais. Après avoir mesuré les écarts de perception, il va falloir informer et former les collaborateurs, comme je le disais, sur ce que l'IA peut apporter, mais aussi lever des craintes et des peurs par rapport à ce que peut apporter l'IA, bien souvent en rassurant aussi sur l'employabilité des collaborateurs. Les collaborateurs vont changer, comme on le disait, de rôle, bien souvent. On va les soulager d'un certain nombre de tâches qu'ils faisaient précédemment. On va au contraire les repositionner sur des tâches bien souvent à plus haute valeur ajoutée, notamment en ayant encore une fois un regard critique sur les résultats produits. Pour ça, il va falloir informer et former les collaborateurs en amont du projet pour lever les freins. Pendant le projet, évidemment, prendre en compte, et on l'a dit, je ne vais pas y revenir, prendre en compte les attentes et besoins du métier. C'est jamais que les conditions de succès pour que le use case soit pertinent et qu'on en tire la quintessence. Évaluer les impacts du projet en termes de compétences, en termes d'emploi, en termes de posture également, et évidemment intégrer l'ensemble de ces évolutions au niveau de l'organisation, au niveau des rôles, au niveau des responsabilités de chaque collaborateur. Et enfin, le manager qui va intégrer l'IA dans son équipe a un rôle à jouer, lui aussi. Il va devoir donner du sens à l'IA, il va devoir changer lui aussi de posture et accompagner ses collaborateurs dans les changements induits par l'IA. Donc ça veut dire sans doute être un peu moins sur une approche donneur d'ordre, mais bien souvent plus en tant que donneur de sens, tout simplement parce que, encore une fois, le collaborateur va changer de rôle, va changer souvent de posture, on va appeler des compétences un peu différentes, beaucoup plus sur l'explication des résultats, sur la critique des résultats, et en ça, le manager a un rôle important à jouer dans l'accompagnement. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, il ne faut pas sous-estimer la conduite du changement et bien souvent y mettre de l'énergie, voire un budget associé, et non pas que sur la partie technique du projet. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette 5e et dernière erreur qui n'est pas des moindres. En tout cas, j'espère qu'on a réussi avec ce top 5 des erreurs à éviter dans l'IA
à éclairer les participants à ce webinaire. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur ta partie, Nicolas. Pareil, hein, tu as la chance d'avoir une question aussi qu'on a préparée au préalable. Selon toi, à quel moment débute cet accompagnement au changement? Alors, comme je l'ai un petit peu dit, il démarre à la maille d'un projet avant le projet. On le voit d'ailleurs, vous l'avez sous les yeux. Il y a souvent, avant que le projet arrive, une nécessité de préparer l'équipe à l'arrivée de l'IA. Et pour la préparer, rien de mieux que de sonder et d'appréhender l'image ou la perception que chacun s'en fait, de manière à pouvoir apporter un certain nombre de réponses et lever des freins ou des craintes. Et puis, à la maille d'une entreprise, là aussi, comme on l'a évoqué, rien de mieux que de l'appréhender et de l'intégrer dans la stratégie d'entreprise. Pourquoi? Parce que l'IA va venir possiblement bouleverser un certain nombre de process. En tout cas, l'IA est un formidable levier pour atteindre des objectifs stratégiques. Et donc, en ça, il est intéressant et nécessaire, selon moi, de l'intégrer dès la stratégie d'entreprise pour s'en servir comme levier pour atteindre un certain nombre d'objectifs et d'enjeux. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse. On fait un petit récap. C'est la checklist avant tout déploiement et surtout avant d'intégrer l'IA. Donc, si on revient sur le top 5 des erreurs à éviter, on a bien évidemment pas de l'innovation pour l'innovation. Pas de techno sans les métiers, toujours intégrer les métiers parce que c'est pour les métiers. Ne pas sous-estimer l'importance des données. Je pense que Arnaud nous a bien expliqué cette partie et puis c'est quelque chose qu'on partage au quotidien. Ne pas sous-estimer l'apport du SaaS. Et enfin, ne pas sous-estimer l'importance du change. Donc, n'hésitez pas à vous les noter pour les futurs déploiements et en faire une petite checklist. Juste avant, alors, je nous remets tous ensemble au milieu. Je pense qu'on va pouvoir passer à la table ronde. Hop. J'aimerais juste qu'on traite une question qu'on a reçue pendant la présentation d'Arnaud. C'est René B qui nous demande quels sont les outils que vous utilisez pour analyser les données de vos clients? Alors, on utilise nos propres outils, c'est-à-dire que notre solution nous permet de mettre en fait les données, alors déjà de faire des analyses brutes sur les données, également de mettre les données en perspective, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre les données dans une structure de type jumeau numérique, ça nous force à les consolider, à les challenger les unes par rapport aux autres, et c'est ça qui permet de détecter par exemple ces colis qui remontent le temps en mode TNet ou ce genre de choses. Néanmoins, en interne, une bonne utilisation d'Excel, en faisant des tris, en faisant des filtres, vous permet déjà généralement de détecter des erreurs comme ça et vous permet également de fiabiliser vos process. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas besoin d'être data scientist pour vérifier la cohérence des données. C'est plus efficace quand on est data scientist, mais c'est à la portée vraiment de tout un chacun qui sait utiliser Excel. Parfait. Merci Arnaud. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Quoi qu'il en soit, s'il y a des questions qui vont être posées et qu'on n'a pas le temps d'y répondre, on fera un retour par mail, écrit à tous les participants. Est-ce que Arnaud, Jean-Michaël et Nicolas, vous avez les sondages sous les yeux? Les votes ont été partagés et on a posé un certain nombre de questions. On a posé 6 questions aux participants. Et j'aimerais bien qu'on revienne dessus. On a une petite dizaine de minutes devant nous. Alors, on a 75% de non à la question « Avez-vous déjà intégré l'IA ?» Cette question était accompagnée de la question « Pour quel enjeu l'IA semble être la solution adéquate ?» Et pour cette question, la réponse... Alors, attendez, parce que ça s'est un peu mélangé. On a 100% de réponses pour gagner en efficacité opérationnelle. Est-ce que vous voulez dire un mot sur ces 2 premières questions?
Ouais, si je peux rebondir sur la question, donc pour quel enjeu l'IA semble être, la solution adéquate? Alors c'est effectivement très intéressant de voir, cette réponse avec 100 des sondés qui répondent gagner en efficacité opérationnelle. C'est à la fois très positif parce que, ça montre, je pense, la compréhension, de ce que l'IA peut apporter, aux opérations. Donc le fait que c'est vraiment connecté, à des sujets, très concrets. Maintenant, si on prend un tout petit peu de hauteur, il y a un sujet, par rapport à la résilience. Enfin, la supply a toujours été un sujet de résilience pour les entreprises, mais encore plus ces dernières années. Plus personne ne peut vraiment nier ça. Et donc l'IA peut vraiment aider à être plus résilient puisque, on va être capable en fait de réagir très rapidement à des bouleversements, puisqu'on sera capable de faire un grand nombre de calculs, de scénarios alternatifs, grâce à l'IA notamment. Donc ma remarque en fait par rapport à ce sondage-là, c'est de dire, effectivement c'est très vrai, gagner en efficacité opérationnelle. Il y a un aspect aussi de résilience qui n'est pas sous-estimé. Merci Jean-Michel. Nicolas, Arnaud, vous souhaitez intervenir là-dessus ou on avance sur les autres questions? Non, pas particulièrement. Enfin, je pense que Jean-Michel a bien résumé le truc. Ça marche. Donc, les deux autres questions, c'était avez-vous déjà audité ou nettoyé vos données? Pour cette question, on a 75% de oui, 25% de non. Cette question était liée à la question, selon vous, quel est le taux d'erreur moyen dans les données que DC Brain rencontre lors des projets? Et on a 30%, 57% qui répondent 30%, et le reste qui pense 70%, donc aucun des sondés ne répond 10%. Arnaud, un petit commentaire là-dessus? Ouais, alors c'est bien, c'est bien. Je pense ça montre la maturité grandissante en fait du sujet de données chez les acteurs de la supply. Donc c'est une excellente nouvelle. Et le seul petit bémol que je mettrais, c'est que 30% d'erreurs peuvent provoquer 70% d'inutilité des données. C'est-à-dire que typiquement, si dans les données, on a des erreurs qui font qu'un camion est 3 fois plus rempli que ce qu'il a le droit d'être, ou des choses comme ça, ça doit être 30% en fait, je sais pas moi, d'un plan de transport, vu qu'il y a des effets boule de neige, parce qu'en fait, j'ai des colis ou des palettes qui vont passer d'un camion à un entrepôt à un autre camion, et des effets de séquence en fait, ou même on voit ça en intra-logistique ou dans à peu près tout. Certaines données qui sont fausses à la base de la séquence peuvent entraîner en fait toute une séquence fausse quand on travaille dessus. D'où l'importance vraiment de consolider les données entre elles et de les mettre en cohérence par rapport à la réalité qu'est la supply. Le danger, c'est de regarder la qualité de la donnée de façon très unitaire. En fait. Merci Arnaud. Et donc, la dernière partie du sondage, j'aimerais bien qu'on prenne une question de Xavier. Les deux dernières questions qu'on a posées, c'est pensez-vous qu'il soit nécessaire de mettre en place de l'accompagnement au changement? Et donc, on a à 86% oui. J'aimerais bien discuter avec les 14% restants. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai failli. J'ai pas rempli mon rôle parce qu'il y a encore un non. Donc, Mais tu connais pas la situation de départ, Nicolas. Peut-être qu'au départ, seulement 30% étaient convaincus et tu as fait progresser le score. Moi, j'aimerais convaincre encore le dernier résistant. Ça m'intéresse d'échanger sur ce sujet. Et je pense que les résultats de la dernière question sont assez intéressants. Selon vous, qu'est-ce qui vous manque pour mener à bien un projet d'IA? Et on a le gagnant, c'est le budget. Et ensuite, ex aequo, le temps, l'adhésion des équipes et l'approbation de la hiérarchie. Nicolas, peut-être un petit commentaire là-dessus, ou Jean-Michel ou Arnaud, comme vous voulez. Le budget, alors effectivement, je pense qu'il y a à convaincre en interne pour pouvoir dégager une enveloppe budgétaire sur le sujet, mais comme on l'a dit et à plusieurs reprises, on a quand même une approche ROI qui, en tout cas pour l'IA, c'est peut-être moins vrai d'autres innovations, mais l'IA trouve bien souvent un ROI intéressant et rapide, ce qui signifie que le budget n'est pas forcément un vrai sujet ou un vrai problème. Alors certes, ça peut demander un peu de CAPEX,
Mais quand on est en approche SaaS, on parle plutôt d'OPEX. Et si le ROI, et on le constate, DCBrain le constate et pourra prendre la parole là-dessus, mais on est quand même sur des ROI qui sont en général très rapides. Là encore, à condition de prendre en compte la conduite du changement, puisqu'il faut évidemment créer l'adhérence avec les collaborateurs. Je pense que le budget ne doit pas être un sujet. Le reste, effectivement, sur l'adhésion des équipes, sur le temps, sur l'appropriation par la hiérarchie, ça, c'est des vrais sujets. Pourquoi ? Parce que l'IA est encore mal connue, même si, évidemment, des events comme aujourd'hui participent à l'acculturation du sujet, des personnes autour de ce sujet. Néanmoins, ça reste encore un sujet mal connu. On n'a pas forcément tous en tête les cas d'usage qui peuvent être pertinents. Donc, ça veut dire qu'il y a nécessité de s'informer et de former, d'être accompagné par des sachants, des experts du sujet, pour pouvoir justement trouver la pertinence du sujet. Et donc, derrière, le temps et l'adhésion des équipes seront évidemment des freins qui seront levés. Mais pour ça, effectivement, il faut s'entourer d'experts. Je pense que, sans faire l'apologie de DCBrain, je pense que DCBrain commence à avoir une belle expérience, une belle expertise du sujet. En tout cas, beaucoup de retours d'expérience qui permet de taper au bon endroit dans l'entreprise et d'aller chercher des ROI rapides. Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire et pour confirmer effectivement ce principe-là, sur les projets sur lesquels on a travaillé jusqu'à présent en termes de supply, on a un retour sur investissement en moins de 3 mois. Donc ça vient effectivement confirmer ce que tu dis. Il y a une enveloppe à aller chercher, mais après évidemment c'est très vite rentabilisé. Et quelque part, cette logique-là s'applique idéalement au temps investi. Puisque évidemment, il faut investir un peu de temps dans un projet, mais on n'a jamais fait d'ailleurs ce calcul-là, et ça serait intéressant de faire cet exercice, c'est de se dire pour voilà 1 heure, un jour homme investi dans un projet comme celui-là, combien de centaines d'heures ou de jours hommes économisés par la suite? Parce que c'est clairement de ça dont on parle. Merci Jean-Michel. Je suis obligée d'écourter ta réponse. J'espère en tout cas que J'avais terminé. tu avais terminé. Super. Bon, en tout cas, merci à vous trois pour votre intervention. J'espère que l'ensemble des participants ont trouvé ce qu'ils sont venus chercher ce matin. Je vous mets l'agenda de DCBrain pour le mois de mars et le mois d'avril. Venez nous rencontrer en physique, sans masque et sans écran intermédiaire. On sera au Cello, on sera à la Seattle et on organise aussi un Brain Up, un webinar sur la Green Supply, l'optimisation des chaînes logistiques dans le monde industriel. Un grand merci à Wabikeo sur toute la partie organisation technique. Un grand merci aussi à tous les participants. Et puis, j'oublie pas aussi notre équipe marketing qui fait du super beau boulot pour avoir un contenu de qualité. Donc, j'espère vous dire à très bientôt. Et puis, bonne journée à vous trois et bonne journée à tous les participants. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.